Merci beaucoup. Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Effectivement, vous avez rappelé l'approche de M. Poutine et je pense que ça n'est pas la première fois. En 1980, nous-mêmes, nous avons boycotté les Jeux Olympiques de Moscou et qu'en échange, en 1984, et qu'il y avait donc des Jeux qui avaient été organisés pour les pays qui avaient boycotté et qu'en 1984, en retour, les Russes et les pays de l'Union soviétique avaient boycotté les Jeux de Los Angeles et qu'effectivement, donc, cette situation n'est pas nouvelle. Et le fait des calomnies de M. Poutine, ça n'engage que ceux qui veulent bien les écouter. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui apparaît, c'est que, et on l'a vu avec la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est qu'en cherchant à se mettre en avant un pays, quand il organise des Jeux ou une Coupe du Monde de football, il ouvre aussi la voie à tous les pays qui veulent le dénigrer. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quand on regardait ce qui se passait avec le Qatar, ça nous permettait aussi de préparer ce qui allait se passer avec les Jeux Olympiques. Donc on peut imaginer que la prochaine Coupe du Monde de football, qui est organisée sur un continent, va avoir elle aussi ces contradicteurs qui vont dire, regardez, pour aller passer d'un match à l'autre, il va falloir traverser tout un continent. Quand on voit les reproches qu'avait le Qatar sur l'empreinte carbone, soi-disant, pour la Coupe du Monde, on peut imaginer effectivement la suite. Donc effectivement, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, désormais, quand on se porte candidat, on se porte aussi candidat au dénigrement? Ça, c'est le premier point. Et quand j'observe pour les pays du Golfe, en fait, l'importance qui est accordée justement à cette diplomatie du sport. Je vois donc avec le Qatar, puisque la Coupe du Monde n'était qu'un des grands événements, c'était le plus visible, mais ils organisent beaucoup d'événements, les Jeux asiatiques, je crois prochainement, et ainsi de suite. Mais on voit l'Arabie Saoudite aussi, très engagée avec le golf, avec le circuit automobile, avec, je dirais, aussi les Jeux olympiques d'hiver. Donc, est-ce que pour vous, cette stratégie de diplomatie du sport est effectivement efficace? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a apporté effectivement des avantages pour les pays qui s'investissent autant sur ce sujet? Merci. Je vais commencer, je laisserai Jean-Baptiste la suite sur le golf. De manière générale, effectivement, le sport est une arme, on l'appelle comme ça dans l'ouvrage d'ailleurs, à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut servir de plateforme pour diffuser son propre narratif, mais elle peut aussi servir de tribunal. Et en fait, on peut être sujet en tant qu'acteur, en tant que pays hôte, à un certain nombre de critiques. C'était le cas pour le Qatar, ça a été le cas pour la Russie, ça a été le cas pour le Brésil, pour la Chine, pour l'Afrique du Sud, etc. Après, je crois qu'il faut bien se rendre compte que ces critiques, souvent, et majoritairement, émanent de pays occidentaux. Et donc, un certain nombre de pays dits du Sud global, même si on sait la limite de cette expression, eux ne se reconnaissent pas forcément dans ces critiques. On sait que, par exemple, pour la Coupe du Monde au Qatar, mais je te laisserai développer, un certain nombre de pays en Afrique ont perçu les critiques venues d'Occident comme une marque, finalement, de néocolonialisme, en réalité. Donc, je crois qu'il faut faire attention à l'effet loupe aussi, et à mon sens, pour des pays comme la Chine, par exemple, qui ont accueilli en 2008-2022 les JO d'été et d'hiver, finalement, les retombées à terme sont plus, je pense, positives que négatives, surtout si on part du principe que ces pays n'avaient jamais accueilli de méga événements par le passé. Ça a permis de les installer dans le paysage géopolitique mondial comme des acteurs majeur, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Qatar. Il y a une trentaine d'années, c'était très difficile de le placer sur une carte. Alors, je vais compléter ce que vient de dire Lucas. Je suis un des spécialistes du Qatar en France et du sport en Arabie Saoudite, donc on peut en parler. Ce qui est assez intéressant, c'est vous parliez justement de l'effet loupe. Et Lucas insistait aussi là-dessus. Ce qu'on appelle le soft disempowerment. C'est finalement le pendant du soft power. C'est-à-dire quand vous cherchez la lumière, à un moment donné, ça arrive. Alors dans des stratégies de communication, ça peut être anticipé. À Paris, par exemple, vous pouvez être sûr que ce soit pour les acteurs extérieurs qui ont envie de déstabiliser le pays ou pour des acteurs internes qui ont besoin de se visibiliser, je pense à des ONG ou à des partis extrémistes, c'est une occasion rêvée. Donc il faut anticiper ça dans la stratégie de communication. Je sais que pour les Jeux de Paris 2024, ça a été envisagé. Et par exemple, ce qui va fonctionner pour une démocratie ne fonctionne pas forcément pour des régimes autoritaires. Pour le Qatar, par exemple, la stratégie de développement utilisée a fonctionné.
Nous, on a énormément parlé de l'appel au boycott, qui a été très peu suivi finalement quand on regarde les chiffres, quand on regarde les audiences. Et ça correspond aussi à un biais qu'on a. C'est que cette Coupe du Monde au Qatar, elle n'était pas faite pour nous, Européens. Elle n'était pas faite non plus pour nous, Occidentaux. Elle visait d'abord à parler à l'Asie et à l'Afrique. Ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel au boycott, il y a eu une sorte d'indifférence, une incompréhension aussi par rapport à la projection de nos valeurs. Et quand on regarde finalement ce qu'est le monde aujourd'hui, cette désoccidentalisation du monde et finalement le fait que nos normes, nos valeurs sont aujourd'hui contestées, on le voit aussi au travers du football, on le voit au travers du sport en général. Et ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde au Qatar est assez révélateur. Le Qatar a mis en scène son récit. Il a montré ses relations internationales, notamment son rapprochement avec l'Arabie Saoudite de manière évidente. Mohamed Ben Salman était l'invité d'honneur de la manifestation. On a vu aussi ceux qui n'étaient pas là. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Mohamed bin Zayed des Émirats, il est arrivé volontairement après, son absence a fait beaucoup parler. Ce qu'on voit, c'est que le sport aujourd'hui est utilisé d'abord pour exister, ça fonctionne, ça a été la stratégie du Qatar. Il y a 25 ans, personne ou peu, personne ne savait ce qu'était le Qatar et personne n'avait de représentation de ce qu'était Doha. Aujourd'hui, tout le monde a une image de Doha. C'est pour ça que pour les Jeux, ça va être intéressant, parce que si on veut sortir de l'image de Paris et de toutes les représentations qui l'accompagnent, il y a un vrai travail à faire. Après, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'États, à commencer par le Golfe, ne se limitent pas simplement à une stratégie de visibilité ou d'exposition. C'est une vraie stratégie de diversification économique. On estime à plusieurs dizaines de milliards de dollars les retombées des événements sportifs dans le Golfe. En France, si les Jeux vont à peu près accompagner, vont être responsables d'une augmentation d'1% du PIB sur l'année, on va se rendre compte que c'est toute une filière que ça irrigue. Et ça va peser aussi sur les représentations qu'on a. Et ça n'a pas de prix. Si vous êtes un État comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar et que vous voulez normaliser votre image, attirer des touristes, des talents, des investisseurs et des entreprises, c'est le meilleur moyen. Et ça fonctionne. La preuve, il continue. Et quand vous voyez les sommes engagées, là, ils sont positionnés sur la création d'une ligue de boxe pour rassembler la totalité, justement, des grandes compétitions qui sont aujourd'hui illisibles. Quand vous voyez leurs investissements dans le foot et quand vous voyez les résultats que ça donne, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce n'est pas vers nous qu'ils regardent. La preuve, tout est à vendre chez nous. Regardez l'état du foot français aujourd'hui, regardez l'état des droits et regardez la cour qui est faite au Qatar. Aujourd'hui, nous ne sommes pas leur sujet. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au travers du sport, vous voyez de vraies stratégies d'entrisme et d'influence qui se mettent en place. Regardez par exemple le poids de l'Arabie Saoudite dans la Confédération africaine de football et dans la manière qu'ils ont d'utiliser le sport pour entrer. Je prends un autre exemple, c'est les Émirats arabes unis par exemple. Ils ont développé ce qu'on appelle le projet Falcon au milieu des années 2010. Et ça leur a permis de toucher des élites et des décideurs pour avoir des opportunités dans la totalité des domaines. Un exemple simple, allez au Parc des Princes, regardez la Corbeille, regardez ce qui s'y passe, et vous avez une bonne idée de ce que peut être la première ambassade du Qatar en France. Un mot sur la désoccidentalisation du sport. On a eu un exemple très marquant il y a très peu de temps. Donc c'était en février 2022, 2 semaines avant l'invasion russe de l'Ukraine. C'était lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin d'hiver. À cette compétition, les athlètes russes devaient participer sous bannière neutre déjà à l'époque. Alors cette fois en raison de l'affaire de dopage qui courait depuis 2015. Et Xi Jinping a fait fi des recommandations du CIO en faisant de Vladimir Poutine son invité d'honneur. Et à cette occasion, donc, en marge de la cérémonie d'ouverture, les deux hommes ont signé une quinzaine d'accords économiques, notamment gaziers, un accord gigantesque, et ont signé un texte commun demandant, entre autres, le retrait des bases de l'OTAN de l'ex-Union soviétique. On est à ce moment-là à 15 jours, évidemment, de l'invasion russe de l'Ukraine. C'est un moment charnière, et les deux hommes ont utilisé le sport pour montrer justement leur volonté de construire un nouvel ordre mondial, en fait non occidental, ou en tout cas, si ce n'est non occidental, à égalité en fait avec l'Occident. Donc je trouve que c'est un moment assez intéressant. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, dans le cadre des Jeux de Paris, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a compris en France, pas qu'en France, mais surtout en France, qu'on pouvait se servir du sport. On n'a peut-être pas développé une stratégie qui permette d'aller jusqu'au bout, mais on a compris. La présence d'un ambassadeur du sport, en l'occurrence Samuel Ducroquet, et
finalement d'acteurs politiques qui ont conscientisé justement ça, c'est important. Après, vous dire que c'est aussi performant que ce que font les acteurs du golf, non. Vous dire que c'est aussi réfléchi et structuré, non. Mais aujourd'hui, ça existe. Et ces jeux doivent être aussi l'occasion de repenser, par exemple, notre diplomatie. Je vous prends un exemple tout simple. Quand vous avez Kylian Mbappé qui va au Cameroun, qui a projeté à un moment donné d'aller en Algérie, ça doit être un acteur comme les États-Unis le font avec leurs sportifs de haut niveau. C'est-à-dire, vous devez vous servir du sport comme un moyen d'entrée. J'ai juste un exemple qui me vient en tête, c'est Jacques Chirac, par exemple, quand il est en déplacement en Amérique latine, il emmène avec lui Michel Platini. Il ne comprend pas à ce moment-là pourquoi il y a une telle effusion au moment où il descend de l'avion. C'est parce que Platini est avec lui. Et derrière, ça facilite les échanges. Pourquoi ? Parce que les acteurs politiques sont, même si ce sont avant tout des professionnels, sont aussi des gens qui sont touchés par le sport. Il y a un effet d'aura qui fonctionne, et ça doit être mis à notre service. Ça suppose que ça soit conscientisé, structuré, et aujourd'hui, c'est l'un des défis qui attend l'après-Jeux 2024. Merci, très intéressant.